Très bien. Je crois que nous allons démarrer cette table ronde. Nous attendons Guy Martin qui devrait arriver d'une minute à l'autre, mais je pense qu'il vaut mieux démarrer maintenant. Je m'appelle Olivier Delbarre, je suis professeur à l'ESCP Europe, un collègue de Jean-Marc Daniel que vous avez entendu ce matin. Et je suis très heureux d'animer cette table ronde, en fait, qui va porter sur création culturelle et innovation économique. Très brièvement, j'introduirai le sujet sous l'angle un petit peu de ce que disait Gilles Lipovetsky ce matin, quand il nous expliquait que le temps des conjonctions était arrivé. Oui, le temps des conjonctions est arrivé, mais quand je vois le sujet de la table ronde, je me dis qu'il y a encore beaucoup de disjonctions dans nos façons de faire aujourd'hui. Si je prends les termes du sujet très, très rapidement, la culture... Bon, l'action culturelle. Nous avons dans cette table ronde des fleurons, des praticiens du premium, mais qui sont tous aussi des représentants d'un patrimoine très important, que ce soit un patrimoine tel que la joaillerie avec M. Mellerio Di Meller, 400 ans, vous me disiez. Donc cette année, la maison va fêter ses 400 ans. M. Claude Darnaud, qui est directeur développement durable d'Essilor, qui est un des fleurons de notre patrimoine aussi, je pense, on peut le dire, effectivement. Et puis nous aurons Guy Martin, qui est un grand chef, un jeune chef. La gastronomie, on ne va pas plus s'étendre là-dessus. On sait combien cela fait partie de notre patrimoine. Ça a été depuis, comme vous le savez, reconnu par l'UNESCO. Donc nous sommes face à des représentants du patrimoine. Nous allons parler de création culturelle et d'innovation économique. Patrimoine et innovation, je me pose déjà des petites questions. Je me dis, le patrimoine, c'est la conservation, c'est une forme de permanence, c'est une forme de stabilité. L'innovation, sous mon angle d'économie, je me dis, l'innovation, c'est la création, mais c'est la destruction. Hein, c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Alors comment est-ce qu'on concilie patrimoine et destruction? Premier problème. Deuxième petite question, création culturelle et innovation économique. On le sait tous, notamment dans notre beau pays, l'économie et la culture sont des termes qui ont encore du mal à se comprendre et à se croiser. Donc je vous propose, c'est un petit peu pour introduire cette table ronde, je crois que nous avons affaire ici au dépassement de couples parfois antinomiques, hein, et qu'il est bien question, avec les témoignages que nous allons avoir, de concilier culture, création, innovation, économie, et donc, bien sûr, sous l'auspice de ce fameux premium dont on parle depuis ce matin. Donc, je vais démarrer avec M. Mellerio. Et ma première question est assez simple. En fait, j'aurais aimé avoir votre avis dans votre parcours, dans votre métier, de ce qu'est pour vous la culture. Parce qu'on parle beaucoup du terme de culture, mais je pense qu'il serait bon de concrètement voir comment cela se traduit dans la pratique. Alors peut-être juste deux mots sur qui nous sommes. Donc une famille venue d'Italie, et on est déjà dans la culture, venue d'Italie qui est arrivée en France en 1515. Nous avons un écrit de Marie de Médicis qui accorde des privilèges à des habitants de 3 petits villages italiens, et comme quoi ils sont habilités à faire leur métier non seulement à la cour du roi de France ou de la reine de France, mais également dans tout le royaume. Ces privilèges ont été maintenus et continués jusqu'à la Révolution. Puis après, il n'y avait plus besoin de privilèges puisqu'il n'y avait plus de corporations qui pouvaient s'opposer à l'action de joailliers étrangers, si on peut dire. Et donc cette maison, Mellerio Di Meller, est devenue le joaillier de toutes les reines, non seulement de France, mais également d'Europe. Et donc, elle est enracinée dans l'histoire. Et donc, pour nous, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que la culture pour une entreprise qui est dans le métier d'art? Je dirais que c'est tout notre environnement, puisque par définition, nous sommes une entreprise, comme je l'ai dit, un peu internationale, avec des racines italiennes, mais implantées en France, avec des clients qui, depuis le premier jour, ont été des clients internationaux. Et donc, ce mélange, ce maelstrom de cultures différentes, cette différenciation qui est au cœur de notre métier, nous l'avons, je dirais, presque dans nos gènes. Par ailleurs, comme vous savez, le métier de joaillerie, c'est le métier de la mise en scène des pierres. Et les pierres précieuses, elles viennent du monde entier. Les émeraudes de Colombie, les rubis de Ceylan, les rubis de Birmanie,
le diamant de d'autres parties du monde, l'Afrique du Sud, la Russie, le Canada, etc. Et donc, nous avons, aussi bien au niveau de notre amont que de notre clientèle aval, nous sommes, je dirais, baignés dans la mondialisation, et ceci depuis 4 siècles. Donc, la culture, c'est à la fois être enraciné, parce que nous sommes restés très très attachés à notre village ancestral où nous retournons encore aujourd'hui après 400 ans. Donc nous avons ce sens de l'enracinement et des valeurs, et en même temps cette ouverture sur le monde et cette nécessité de dialoguer avec d'autres personnes de nationalités différentes. Très bien. Je salue Guy Martin qui vient d'arriver, mais je disais effectivement, nous étions avec des praticiens, et je crois que c'est la pratique qui vous a tenu jusqu'à ce moment. Nous avions juste démarré la table ronde, et je posais la question de ce que représentait la culture, en fait, dans votre pratique, dans votre métier. Nous avons eu un témoignage d'un artisan d'art. Peut-être puis-je vous demander maintenant, pour vous, en tant que chef, grand chef, la culture, où est-ce qu'elle se situe ? D'abord, la culture, c'est la liberté. C'est une forme de liberté, c'est pouvoir choisir. Donc c'est vraiment très important de comprendre d'où l'on vient, l'origine des recettes, et au-delà, le produit. Donc avoir l'histoire du produit, comprendre le produit, de quelle façon il a été élevé. Donc c'est un vrai travail avec tout le milieu agricole, paysans, cultivateurs, éleveurs, les pêcheurs. C'est d'essayer de choisir les meilleurs ingrédients au meilleur moment. Donc la culture, elle est très importante. Et en même temps, c'est un peu comme les fondations, ce sont un peu les fondations. Et après, cette culture du produit, donc comprendre l'origine, comment elle a été élevée, d'où il vient, etc., les siècles, depuis quand il est chez nous. Et après, c'est de transformer la matière. On est un des rares métiers où on transforme la matière. On part du produit brut, on la transforme. Et plus on connaît de techniques, plus on a voyagé, plus on est ouvert aux autres, mieux on comprend comment ce produit, tout naturellement, en fin de compte, il va être travaillé. Ça arrive, je dirais, de façon naturelle, mais pour que ça arrive de façon naturelle, derrière, il y a tout un travail qui sont vraiment les fondations. Les fondations, comme les fondations d'une maison. C'est le socle, et après, je dirais, chaque cuisinier, en fonction de sa sensibilité, de ses origines, de son travail, de ce qu'il croit, de ce qu'il a marqué dans sa vie, a envie de donner, de faire plaisir, et elle va après interpréter chaque recette. Très bien. Ce que je trouve très intéressant dans les 2 premiers témoignages, c'est la notion de diversité, en fait, qui est sous-jacente. C'est-à-dire, ce matin, on se posait la question du débat franco-français. Très clairement, la culture, l'identité repose sur la diversité. Le couple est inséparable, et je crois que c'est assez frappant. Alors, je me tourne vers Claude Darnaud, qui est directeur développement durable, donc, du groupe Essilor. Et alors, on va se demander, qu'est-ce qu'une grande entreprise a à voir avec la culture ? C'est-à-dire, comment vous, chez Essilor, et avec votre prisme aussi, et votre métier, vous voyez cette dimension culturelle ? Alors, vous avez cité le mot diversité. Essilor est une entreprise très internationale. Elle a 164 ans d'existence. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est née en 1849, et la première agence a été à Londres en 1871, donc très très tôt. Et aujourd'hui, dans les 20 années qui viennent, l'entreprise a réellement un challenge de mélange de cultures, puisqu'on opère dans plus de 254 pays. Ce qui se traduit par des choses très concrètes, comme par exemple traduire les principes et les valeurs d'Essilor en 33 langues, et puis ce qui se traduit aussi par un mélange culturel, et puisque la table ronde est en relation avec l'innovation, depuis maintenant plus de 20 ans, nous avons des chercheurs au Japon, des chercheurs à Singapour, des chercheurs aux États-Unis et des chercheurs en France. Et on s'aperçoit effectivement que les horizons culturels, les backgrounds différents des gens, etc., amènent énormément de richesse à la création d'innovation. Une autre chose aussi qui est intéressante dans notre métier en termes culturels, c'est l'adaptation des
des verres à certaines ethnies, parce que simplement il y a des populations qui sont plus myopes que les autres, d'autres qui sont plus hypermétropes. On a des mouvements de tête qui sont pas forcément les mêmes de population à l'autre. Et donc le phénomène de bien comprendre cette diversité mondiale qui nous permet donc de faire nous une mondialisation qu'on espère réussie est un facteur important. Ce qui fait que effectivement dès le départ, les travaux qui tournent autour de la diversité et de sa bonne compréhension pour la création de valeur pour une entreprise sont importantes. Très bien. Bon, je pense maintenant que nous avons une vision assez claire de ce que représente pour vous la culture. Venons-en au cœur du débat, qui est la question de l'innovation, hein, et de l'innovation économique, dit l'intitulé de la table ronde. Je me tourne à nouveau vers Monsieur Mellerio. Comment vous envisagez ce couple, hein, vous nous avez bien insisté sur la notion de patrimoine, d'identité, d'une certaine permanence. Mais pour vous, dans votre pratique, qu'est-ce que l'innovation, et notamment dans une démarche, bien sûr, d'efficacité économique? Alors, Monsieur Lipovetsky, ce matin, a très bien expliqué comment, avec le phénomène de mondialisation, on allait vers une sorte d'expansion, je dirais, dans tous les domaines, d'expansion des concepts et de la manière dont les frontières, finalement, sont un peu dépassées. Dans notre cas, je suis le représentant de la 14e génération. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que finalement il y a une recette qui est finalement de refaire éternellement ce que les prédécesseurs ont fait. Alors ça, c'est tout faux. Il est clair qu'à chaque génération, qui dure 30 ans, et c'est un peu, nous, notre horizon, dans notre horizon, à chaque génération, il faut réinventer le modèle économique. Le monde change tellement vite, et c'est d'autant plus vrai que là, il y a innovation économique, en ce sens que on ne peut pas faire aujourd'hui ce que nos ancêtres faisaient il y a 30, 50 ou 100 ans. Et avec l'expansion internationale, qui est une des clés de notre développement, en tout cas dans le domaine des métiers d'art, du luxe et, je dirais, de l'excellence française, du savoir-faire français, il est clair que l'innovation passe par l'internationalisation. Mais ça passe aussi par le choix des hommes, ça passe aussi par l'innovation technologique. Et dans notre domaine, qui est pourtant un métier, le métier de la joaillerie, on pourrait penser qu'on le fait de la même manière qu'il y a 100 ans ou 200 ans. En tout cas, c'est un métier dans lequel il y a des transformations, mais qui sont assez lentes. Il y a quand même à chaque fois des mutations. Et donc, ne serait-ce que sur la PAO, dans le domaine de réaliser, je dirais, les prototypes, etc., il y a au niveau technique une innovation. Et puis, bien sûr, comme nous faisons du sur-mesure, je dirais, nous sommes dans la création permanente. Nous faisons, je dirais, des bijoux, nous faisons des objets, des œuvres d'art ou des œuvres tout court qui sont, je dirais, par définition, des œuvres nouvelles. Et donc, soit elles sont brevetées, soit elles sont déposées, et en même temps, on est toujours, je dirais, en avance sur ce que peuvent faire nos contrefacteurs, puisque, comme vous savez, dans le métier du luxe, la contrefaçon est un des problèmes. Très bien. Alors, moi, il y a un autre élément qui m'a frappé dans votre réponse, c'est l'idée que l'innovation, aujourd'hui, est multifacette. Et on a tendance à s'enfermer dans une vision de l'innovation qui soit technologique, soit non technologique. Et aujourd'hui, l'innovation, finalement, c'est un concept. Vous nous avez parlé à la fois de dimension humaine, que de dimension technique, que de dimension de modèle économique. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive aujourd'hui à intégrer cette vision élargie de l'innovation. Est-ce que c'est votre cas, Guy Martin? Est-ce que pour vous, l'innovation, c'est dans votre métier, dans votre cœur de métier, ou est-ce que ça prend aussi d'autres formes? Non, c'est dans le cœur de métier, en sachant que la cuisine, elle a toujours été ouverte. Si on remonte un petit peu à 2 ou 3 siècles, à l'époque du Moyen-Âge, en France, on parlait châtaigne. Je ne parle pas pour la noblesse, à part les châtaignes, et puis les produits, les racines, quelques baies, le milieu agricole, à peu près, c'est tout ce qu'ils mangeaient. Donc tout a été importé, les tomates, etc., les pommes de terre qui sont devenues franco-françaises. Peut-être, nous, la différence, c'est que forcément la cuisine, elle est ouverte, elle n'a pas de tabou, elle n'a pas de frontières. Mais un client qui vient dans un de nos restaurants, qui vient au Grand Véfour ou dans un restaurant français,
ce qu'il veut, c'est quand même manger de la cuisine française. Donc c'est qu'au départ, le produit de base, il soit français. C'est-à-dire si c'est de la volaille, on va prendre par exemple une belle volaille de Bresse qui vit en liberté, etc. C'est une appellation d'origine contrôlée depuis 1957. Voilà, s'il va prendre des fromages, ça sera des fromages au lait cru, etc. Donc que le produit de base soit français, et après il va pouvoir voyager, ce produit, par la présentation, la façon dont on va l'apprêter, et en même temps par l'apport d'épices, d'épices, de rhizomes, etc., de produits qui peuvent venir du bout du monde. D'Inde, du Japon avec le yuzu. En ce moment, c'est la mode du yuzu. C'est une sorte de citron mandarine qui est très à la mode dans les restaurants français. Mais le produit de base, ça va être un turbo petit bateau qui va être pêché au large des côtes bretonnes. Ça va être du homard pâte bleue de nos mers. Donc le produit de base, vraiment, il est français. Il est français et je pense qu'il va rester très longtemps français parce qu'il y a une exigence, il y a une qualité, il y a des appellations d'origine contrôlée. Et ensuite, au niveau du transport, on ne travaille que des produits frais. Donc le produit frais, par excellence, si on veut le servir le meilleur possible, il faut qu'il ait le voyage le plus court possible. Maintenant, la cuisine, elle est ouverte. Nous, je vois dans nos brigades, il y a à peu près 7-8 nationalités différentes. Ça, c'est ouvert au monde. La cuisine, elle est ouverte au monde par les épices, etc. Mais le produit de base, il est quand même français. Et l'innovation, nous, on a besoin, je dirais, depuis le feu. Il n'y a pas eu, depuis l'électricité, le feu, l'électricité, les innovations sont quand même, je dirais, mineures. On a besoin d'un foyer pour chauffer, on a besoin de frigo pour réfrigérer, mais ça reste quand même relativement limité par rapport à d'autres secteurs. Juste peut-être une petite question complémentaire. Est-ce que dans les brigades, dans les façons dont les choses se font derrière les murs, dans les cuisines, est-ce qu'il y a de l'innovation d'un point de vue, je dirais, du management, de la façon dont les choses se font ? C'est sûr qu'on ne dirige plus les brigades comme il y a 10 ans ou 20 ans. Ça se passe beaucoup plus dans l'allégresse. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Les brigades il y avait plus de stress. Il y a toujours un même stress, mais je pense que les chefs de cuisine aujourd'hui, il y a une autre ouverture, il y a un autre comportement, et heureusement, avec les collaborateurs. Voilà, maintenant, c'est un métier qui est quand même très difficile parce que pendant 2 heures ou 3 heures par jour, vous avez une pression énorme. Il y a 50 clients qui arrivent à peu près en même temps, 2 fois par jour. C'est du direct. C'est comme au théâtre. Si vous faites une erreur, ça y est, c'est fait. Hein. Donc, avec une certaine exigence qui est logique. Maintenant, dans nos brigades, les gens qui viennent, par exemple au Véfour, les rares personnes qui viennent en cuisine, pendant un moment du service, il n'y a pas un bruit. Bon, parfois, ça peut un peu monter en température, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Ça se passe vraiment, voilà. Parce que je ne pense pas qu'en stressant les personnes, qu'en ayant des cuisiniers stressés, qu'en étant sur eux, on puisse vraiment s'exprimer. Il faut que nous, c'est pas technique, c'est technique et en même temps, c'est pas technique notre métier. Il n'y a rien d'absolu. Je veux dire, un turbo, le même poids, mais il aura peut-être 30, 40, 50 secondes de cuisson différentes. Parce qu'il n'aura pas exactement la même épaisseur, etc. Donc c'est aussi tout le feeling qu'on a avec le produit. Très bien. Bon, pour Essilor, on connaît tous l'innovation technologique. Hein. Je pense que le plus intéressant peut-être, c'est que vous nous expliquiez un petit peu d'autres formes d'innovation au sein de l'entreprise, que ce soit dans certains peut-être types de marchés ou aussi dans l'organisation même. Vous m'en parliez tout à l'heure. Oui. Alors, donc, ce qui est innovation, il y a tout un aspect sociétal chez nous, mais qui est complètement aligné aussi avec la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on s'est installé en Inde ou en Chine, il y avait des professionnels de la vue existants, il aurait été facile de passer par eux, mais simplement, si on veut conserver notre place de premier mondial, il faut vraiment qu'on s'intéresse à tout l'ensemble des populations. Et il y a une pénurie de professionnels de la vue, ce qui veut dire donc d'adapter des stratégies de développement. Donc on a fait plusieurs choses qui là aussi rejoignent l'aspect culturel. Le premier, c'est de s'allier avec des partenaires qui étaient déjà très avancés dans l'ophtalmologie, qui faisaient par exemple des opérations de la cataracte avec des systèmes
de péréquation de coûts entre les populations riches et les populations plus défavorisées, et puis aussi les fameux petits vannes qu'on a mis sur le terrain en Inde, donc en formant des opticiens, en formant des gens qui puissent aller eux-mêmes dans les villages, et surtout expliquer quelque chose de fondamental, c'est à quoi ça sert une paire de lunettes quand même, parce que c'est déjà la première clé d'entrée. Voilà. Et sur l'organisation, alors en Suisse, effectivement, nous avons créé, il y a donc en début de cette année, une nouvelle fonction dans l'entreprise qui s'appelle la fonction de mission. Donc en anglais, elle est Corporate Mission. Et donc cette fonction regroupe à la fois donc les fonctions que j'occupe en développement durable. La fondation Essilor regroupe le Vision Impact Institute, qui est un institut qui mesure l'impact donc d'une bonne vision sur les populations dans le monde, et finalement donc le projet qui est généralement appelé dans les autres entreprises le Next Billion Consumer, le prochain milliard de consommateurs, et qui chez nous s'appelle la nouvelle vision, le New Vision Generation, la nouvelle génération de vision, et qui donc va déployer toutes les pilotes qu'on avait mis à droite et à gauche, surtout en Inde, dans des pays comme le Brésil, la Chine, l'Indonésie et l'Inde, bien sûr. Donc l'innovation est là, et ce qui est intéressant aussi, c'est que on ne peut pas faire ça en expatriant un Français pour le faire. Il faut vraiment utiliser des populations locales qui sont comme des poissons dans le pays, qui connaissent bien la culture du pays, qui connaissent bien les usages, qui peuvent effectivement regarder tout ce qui se passe. Et donc on apprend énormément de ce qu'on a fait, parce que c'est des méthodes, des approches qui sont absolument différentes et qui enrichissent vraiment le groupe. Très bien. Moi, je retiens deux éléments jusqu'à maintenant du débat. Il me semble que le premier, c'est effectivement l'importance de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture à la diversité, ce que l'économie mauve met en avant. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est quel que soit le degré de technicité de votre métier, effectivement l'importance d'un patrimoine, d'un savoir-faire. L'innovation, finalement, elle prend quand même des formes variées, variables, et que l'innovation technique seule, évidemment, ne fonctionnera pas si elle ne s'accompagne pas sans arrêt d'une vision ou d'une mission, comme vous le disiez. Je crois que c'est un élément très important.